There's one detail that intrigues me. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs sur ce podcast du Fox Lab de l'IAE de Montpellier, le podcast dédié aux étudiants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous ferons un focus sur le Master e-Marketing, mention Management de l'innovation de l'IAE de Montpellier, dirigé par Madame Anne-Sophie Caz. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Blandine Luc, ancienne étudiante du Master e-Marketing, aujourd'hui experte en Web Marketing SEA et intervenante du Master e-Marketing. Bonjour Blandine. Bonjour. On va également recevoir Colline, étudiante actuellement en Master 2 e-Marketing, qui va pouvoir du coup un petit peu nous partager son expérience. Bonjour Colline. Bonjour Thomas. Tout d'abord, je pense qu'il serait bon un petit peu de rappeler ce qu'est ce Master e-Marketing, qui a pour objectif d'amener les étudiants à une double compétence liant à la fois l'expertise du numérique et du marketing. Et donc toi Colline, tu es actuellement dans ce Master et du coup j'aurais aimé que tu nous détailles un petit peu les domaines qui sont étudiés dans cette formation. Un petit retour d'expérience s'il te plaît. Alors en Master 1, on voit un peu du tronc commun, donc ça va être sur du droit, de la finance, de la RH, de la comptabilité. Au semestre 2, tu vas être un peu plus spécialisé, donc tu vas voir tout ce qui est marketing digital, du référencement naturel, référencement payant, SEA, notamment avec Blandine, où on a eu des cours, puis on a passé notre certification Google. En Master 2, on va voir tout ce qui est Web Analytics, Big Data, toujours du SEA et du SEO aussi. On voit du Community Management, on va aussi voir du marketing classique. Après, on a de l'étude qualitative, des études quantitatives. On voit encore un peu de finance. Après, on a beaucoup de projets. Justement, concernant ces projets, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu pourrais un petit peu nous expliquer, quelque chose que tu as mené pendant cette année ? Actuellement, on est sur un projet qui a commencé depuis décembre-novembre à peu près. C'est sur du long terme, et d'où on a notre soutenance en mars. Et c'est le projet Fil Rouge. Ce projet, il consiste à la création d'une entreprise. Donc derrière, on va faire tout ce qui est business plan, business model, on va penser le logo, tout ce qui va être notre communication, tout le service derrière. J'en ai un très bon souvenir, si je peux intervenir, de ces projets, parce que j'ai l'impression qu'ils nous apprennent à apprendre. Et ça m'a beaucoup servi après, une fois en entreprise. Ça nous apprend à réagir vite, à penser à plusieurs choses, à plusieurs facteurs. Même si c'est un peu stressant quand on est en plein dans le projet, quand on est étudiant, on se dit, oulala, c'est pas toujours très cadré, ça nous laisse un peu libre, justement. On a l'impression, on se dit, mais on est à l'école, on veut être encadré, et en fait, non, ça aide beaucoup, et je m'en suis rendu compte par la suite, quand j'étais en entreprise, ça nous apprend à apprendre, en fait, à aider personnes qui s'adaptent, on arrive à répondre aux changements entre guillemets, et au niveau de notre esprit, je trouve que c'est très bon, et ça m'a vraiment servi en entreprise derrière. C'est déroutant, mais finalement, c'est juste un échantillon de la vie d'entreprise, et ça prépare vraiment pour l'emploi après. Tu es intervenante sur ce master, Blandine, et du coup j'aurais aimé un petit peu que tu nous détailles la matière pour laquelle tu interviens. Alors la matière, c'est Google Ads, tout simplement, donc le Search Engine Advertising, la publicité sur les moteurs de recherche, et principalement Google, parce que c'est celui qui a la plus grosse part de marché. Et ce qu'on a voulu avec Anne-Sophie quand on a défini le programme, c'était que cette matière, elle arrive assez tôt dans le Master 1 pour avoir déjà un aperçu de professionnalisation, parce que c'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les professionnels du digital. Donc les étudiants apprécient de voir du concret dès le début de l'année, et surtout, à la fin, je voulais pas une simple évaluation, on voulait quelque chose qui soit utile sur le CV des étudiants, d'où la pensée d'évaluer finalement la fin de ce module Google Ads par la certification de base à l'époque Google Ads. Donc c'est directement Google, et ça permet à l'étudiant de se situer par rapport à ce qu'il lui reste à apprendre ou pas. Et surtout pour ceux qui arrivent à la valider, ça leur faisait un petit logo direct à mettre sur leur CV. Donc pour la recherche de missions et de stages, c'était sympa de dire aux entreprises, on a déjà vu Google, on a des bases, et j'ai même la certification. Pour moi, c'était mon cas pour le coup. J'ai eu ma certification, et c'est vrai que pour la recherche de stage et d'alternance, je l'ai bien mis en avant, honnêtement. Et ça t'a aidé d'avoir cette certification pour ta recherche de stage ? Ça m'a aidé, et après c'est vrai que pendant les stages, ils t'ont demandé pourquoi tu as fait ça, donc j'ai expliqué que c'était en quart de mes cours. Et je t'avoue, Blandine, je t'ai cité. Je t'ai dit qu'on avait Blandine Luc qui était intervenante à JB Web. Et le mot de JB Web, ça a aidé du coup les entreprises à dire OK. Bien sûr, c'est une entreprise effectivement où on en parlera par la suite. Je suis restée un moment, qui est très connue dans le domaine de Google. Et le logo Google apporte une crédibilité. Et sachant que la certification, telle qu'elle soit, parce qu'il n'y a pas que celle du Google, dans tous les domaines, même que ce soit du dev, du commercial ou du marketing, ça certifie des compétences. Donc ils sont mises à jour, c'est quelque chose qu'on doit renouveler, donc ça a une vraie crédibilité dans le monde de l'entreprise et donc pour la recherche de stage et d'emploi.
Ce master e-marketing, on peut également le réaliser en alternance. C'est une possibilité. Je sais que toi, Colline, notamment, tu as réalisé ta première année de master en alternance et pour ta deuxième année, tu as choisi de ne pas passer par le parcours alternance. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer cette manière de procéder qui peut paraître un petit peu atypique à première vue? Le master, il est ouvert à l'alternance. De base, le calendrier, c'est sur les rythmes d'alternance, donc 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Et c'est vrai que c'est plus propice à l'alternance, mais tu peux le réaliser en initial comme en continu. Notamment dans ma classe actuellement en Master 2, quasiment tous les élèves qui sont en alternance, une autre personne qui est en continu, et 2 personnes, moi y compris, qui sont en stage. Donc tu peux également le réaliser 2 années en stage. Et tu peux aussi partir à l'étranger. En fait, ce qui est bien avec ce master, c'est que selon ton profil, ce que tu souhaites faire, c'est un peu personnalisé, on va dire, et ça te permet de faire le parcours que tu souhaites. Donc que tu veux soit de l'alternance, soit du stage, soit partir à l'étranger, ou même faire des stages à l'étranger, c'est permis. D'accord, donc il y a vraiment une flexibilité au niveau de ce master dans le parcours que l'on souhaite réaliser. Oui. Moi, je me demandais aussi, je me posais un petit peu des questions, peut-être que ça intéresse nos auditeurs sur la manière de trouver une alternance, peut-être que des fois ça peut faire peut avoir un petit peu d'appréhension, ça peut faire un petit peu peur. Toi, comment est-ce que tu as procédé? Est-ce que ça a été facile, difficile? Comment est-ce que tu as procédé dans ta recherche d'alternance? Alors moi, ma première année donc en Master 1, j'ai réalisé une alternance. J'ai fait mon stage en L3 que j'ai terminé donc en août 2020. Et direct après, j'ai chargé une alternance que j'ai trouvée en octobre. En vérité, c'était assez facile. J'ai pas postulé non plus à 5-6 000 entreprises. J'ai dû faire 3, 4, 5 candidatures. Et d'autres, j'ai pas été retenue. Mes entretiens n'étaient pas retenus. Hein. Mais c'est assez facile si tu te prends bien sûr en amont. Comme les stages, il faut s'y prendre vraiment en amont. Là, c'était ma dernière année. J'ai appris de mes erreurs passées à chercher à 2 mois du stage ou à 3 mois de stage. Là, j'ai cherché directement cette année. Mon stage, je l'ai trouvé et j'étais déjà en octobre, alors que je commence en février. D'accord, donc toi, ce que tu conseillerais, ce serait de s'y prendre à l'avance, mais Oui. si on s'organise un petit peu, il n'y a pas de problème. Bien, ça dépend après de ton secteur, ce que tu souhaites. Moi, particulièrement pour ma dernière année, je souhaitais absolument travailler dans l'agroalimentaire. Et donc, oui, il faut chercher bien en amont. Et après, il y a tout le temps des offres. Oui, d'ailleurs, l'école aide un petit peu, notamment à donner quelques offres. L'école aide. Mais pour ma part, j'ai trouvé mon alternance sur Indeed. Et mon stage, je l'ai trouvé sur Job Teaser ou Welcome to the Jungle. Oui, donc en fait, tu conseilles un petit peu de multiplier les plateformes, de chercher par tous les canaux, mais l'école aide aussi à trouver des offres de stage, des offres d'alternance, etc. Tu sens un petit peu aussi que ce logo IAE t'aide un petit peu dans ta recherche aussi? Oui, notamment pour quand tu passes dans des entreprises, ils te demandent ton école, quand tu leur dis IAE, ça leur parle parce que ça reste une école de management qui est dans toute la France. C'est l'effet réseau. Exactement, c'est ça. C'est que moi, ce que j'ai remarqué, à l'époque, il y avait déjà le chargé de relations entreprises et étudiants qui envoyaient les offres. Mais ce qui m'avait aidé personnellement, c'était quels sont les débouchés, de discuter effectivement avec tout le monde, quels étaient les débouchés de ce à quoi je pouvais espérer. Parce que ce qui est beaucoup plus simple pour trouver un stage ou une alternance, c'est de savoir ce qu'on veut, d'avoir un vrai projet. Oui, quand on sait exactement ce qu'on veut, on sait où on cherche et ça transparaît quand on est en entretien avec une entreprise. Comme Colline qui voulait absolument être dans l'agroalimentaire, déjà là, ça montre un intérêt, c'est hyper rassurant pour une entreprise. Ils n'ont pas toujours confiance aux étudiants ou aux jeunes. Elles peuvent aussi avoir eu de mauvaises expériences par le passé. Mais du coup, de voir un jeune qui est motivé, qui sait déjà ce qu'il veut, qui a déjà, entre guillemets, cherché et comparé, qui cherche pas une occasion sans nom, mais qui sait que tel poste l'intéresse et qu'il a vraiment envie de tester et que c'est cohérent dans son parcours, ça, l'entreprise, elle le sentira. Et ça va vraiment faire gagner des points à l'étudiant. Plutôt que de se dire, je cherche un stage en communication ou en digital qui va être très vaste, de se dire, moi, mon projet, ce serait d'être community manager ou d'être chef de projet. Quand on sait un peu ce qu'on veut tester, même pour se diriger à un endroit, dès qu'on est un peu en cohérence, plus simple de chercher parce qu'on sait déjà où se diriger, et en plus l'entreprise le ressent et on est beaucoup plus persuasif. Cette année d'alternance et même ce stage cette année, qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté des choses déjà? Et si oui, qu'est-ce que ce serait un petit peu les plus de réaliser du coup comme ça un master via le parcours alternance? Pour ma première année en Master 1, en alternance, ça m'a permis d'avoir réellement déjà, certes avec les stages, je suis un pied dans l'entreprise, mais là en alternance,
t'es là quasiment tout le temps, toutes les 2 semaines. C'est un niveau au-dessus, Oui, en c'est un termes de niveau présence et d'implication dans l'entreprise même. Oui, et en sachant qu'à partir de mi-mars, la première année, tu es après à full-time en entreprise. Et tout le temps là. Et ça, du coup, tu as des projets. On te donne plus de projets plus intéressants. De responsabilité. Exactement, tu travailles en équipe. Moi, j'avais de la chance d'avoir une équipe marketing. Donc, on s'apportait des choses. J'avais de l'aide et des gens qui savaient plus de choses sur le métier que moi. Et ça me permettait donc de me former. Et financièrement, on va pas se mentir, hein, c'était plutôt agréable. Oui, bien sûr. Donc, tu avais plein d'avantages en étant alternant. J'étais dans un incubateur. Donc, tu pouvais également parler avec d'autres entreprises, te faire ton réseau. Et tu pouvais échanger avec plein de monde sur différents métiers, d'autres manières de faire pour travailler. J'ai beaucoup aimé. Par contre, en stage, je ne peux pas te dire, je n'ai toujours pas commencé. Après, j'ai fait mon petit stage début d'année à l'IAE. Et donc là, ça m'apprend du coup le côté public que je n'ai pas, alors que j'ai surtout eu du côté privé avec les entreprises. Et on verra bien pour mon stage de février comment ça se passe. Du coup, maintenant, je voulais qu'on fasse un petit point sur le recrutement de ce master. Par exemple, toi, Colline, au niveau de ton parcours, tu viens pas uniquement de marketing, management, etc. Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler ton parcours avant de rentrer dans le master e-marketing ? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique pour le coup. J'ai commencé avec un bac S, donc après celui-ci, j'ai effectué 2 ans de PACES, donc la première année de médecine. Ensuite, je me suis réorientée en licence d'ingénierie de la santé. Puis ensuite, je me suis réorientée en L2 en neurosciences. Je suis partie ensuite en L3 à l'IAE de Montpellier en management sciences et technologies. Alors maintenant, management technologie et sciences. Et je suis partie après en master 1 et master 2 en e-marketing. Tu es typiquement issu de cette double compétence à la fois scientifique et managériale. Ah oui, d'ailleurs j'étais à la faculté des sciences de Montpellier et l'IAE et dans le campus de la faculté des sciences. Les candidatures, c'est sur CV et en tout cas pour le master e-marketing, il y a également besoin d'un entretien. Oui, on a un CV, une lettre de motivation, un entretien avec du coup la responsable, Madame Anne-Sophie Caz. Et il faut vraiment le préparer. Si tu as un projet qui tient la route, tu sais ce que tu souhaites faire, sur quoi t'orienter, il n'y a pas de souci. C'est vraiment la base. Si on a un projet, on a envie, on y croit, on a envie de faire vivre ce projet, l'entretien permet de montrer ses motivations à Anne-Sophie Caz pour entrer dans le master. Ce que vous valoriseriez pendant cet entretien, ce serait un projet solide. Un projet solide et cohérent surtout, vraiment en accord avec le master e-marketing. Et même si tu as un profil derrière, avant, qui ne soit pas, qui n'a rien avec le management, c'est pas grave. Tu expliques pourquoi tu souhaites aller en e-marketing. C'est parfait. Tu as déjà montré ton envie de venir dans le master surtout. Bien sûr, mais de toute façon, un parcours atypique n'est pas forcément incompatible avec un projet cohérent. Non, bien sûr. Ça te permet d'avoir déjà une double compétence, ce qui est un peu le créneau de... L'ADN, oui, bien sûr, de l'IAE. Toute expérience peut devenir une force dans un projet. Ah oui, et tu peux même coupler, par exemple, souvent, quand beaucoup viennent aussi de biologie ou de chimie, coupler, des fois, tu as des projets de création d'entreprise. Et après, avec le management, cette compétence managériale et également commerciale que t'apporte et marketing, peut t'apporter une création de produit derrière au final. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que t'es arrivé dans ce master avec une idée de métier en tête ? Au tout début, en rentrant en master e-marketing, je voulais devenir chef de produit dans le pharmaceutique. Et au final, pas du tout. Je souhaite devenir social media manager dans l'agroalimentaire ou bien dans le chef de projet toujours en agroalimentaire. L'IAE t'a permis un petit peu de faire évoluer ton projet professionnel aussi ? Exactement. Blandine, tu as passé ce diplôme il y a maintenant 12 ans, c'est bien ça ? C'est ça, j'ai été diplômée du master e-marketing en 2010. Finalement, qu'est-ce que c'est la vie professionnelle une fois qu'on sort avec ce master en poche ? Vers quel métier est-ce que tu t'es orienté par exemple après ce diplôme ? J'ai un projet, pareil, il y avait ce que je voulais faire et ce que j'ai fait finalement avec l'expérience. Donc ce que je voulais, c'était vraiment être chef de projet web, chef de projet e-commerce, pour gérer un site. Et finalement, j'ai fait mon stage dans une agence web marketing de Montpellier, très sympa, qui était en pleine montée d'expérience avec plein de clients, qui recrutaient énormément. Et moi, j'ai fait mon stage dans cette agence pour en apprendre plus sur le SEA. Et donc, à l'époque, le stage, c'était 6 mois pour pratiquer pendant 6 mois. Parce que je me suis dit, ce sera très important comme corde à mon arc, une fois que je serai chef de projet digital, entre guillemets. Et finalement, c'était tellement intéressant.
L'entreprise était tellement intéressante et pareil, investissait beaucoup dans les stagiaires. J'ai eu des clients que je gérais avec un manager et j'ai beaucoup aimé ce rythme agence qui est trépidant. Voilà, il faut le tenir. C'est-à-dire qu'on a plusieurs clients, plusieurs projets. C'était soutenu dans le sens où quand on a envie d'apprendre, ça reste Internet, donc ça s'arrête jamais. Puis surtout, une très grande variété de clients. Et donc je me suis rendu compte que c'était passionnant. Ça avait beau être le même métier, selon qu'on était sur du B2B, du B2C, dans un secteur d'une entreprise, d'un autre, selon quel était l'objectif du client, que ce soit de la vente directe ou du lead. Il y avait tellement de choses intéressantes là-dedans, et même déjà, pendant mes 6 premiers mois, Google changeait déjà pas mal les règles. Plus l'entreprise grandissait, recrutait autant de nouveaux clients que de nouveaux collaborateurs. Donc les 6 mois sont passés comme de rien et j'ai été embauchée dans la foulée. Donc finalement, j'ai pas eu la recherche d'emploi parce que j'ai été embauchée en CDI dès ma sortie de master. Et ton portefeuille client, t'étais à combien de clients en étant en stage? Et on s'est rapidement rendu compte, après 2 mois dans l'entreprise, que je correspondais à ce qu'ils cherchaient. Quand j'avais postulé, il y avait un stage Account Manager SEA et ils cherchaient aussi un CDI Account Manager SEA. Moi, je m'étais dit, potentiellement, si je corresponds, je pourrais rester, faire ma première expérience, avoir le travail ici. Et effectivement, normalement, aux stagiaires, on ne donne pas de compte directement, on travaille avec quelqu'un. Sauf qu'au bout de 2 mois, on s'est rendu compte que ça me plaisait beaucoup, que je leur convenais, et je leur ai dit que si je leur convenais, moi j'aimerais bien enchaîner effectivement avec un CDI, et donc ils pouvaient compter sur moi, j'allais pas partir dans 3 mois. Donc ils m'ont donné, bien sûr avec l'accord et toujours sous la supervision d'un responsable, une supervision quand même proche, des premiers clients, alors même que j'étais en fin de stage. Donc ça pour moi ça a été une très belle reconnaissance. C'était aussi une reconnaissance de ce que j'avais appris à l'IAE, qui m'avait mis déjà en mode projet avec des choses intéressantes. Et du coup, j'ai enchaîné directement sur un poste dans cette entreprise. Ce qui était plutôt sympa à l'époque, parce qu'on a eu une petite crise en 2008 avec la difficulté de trouver du boulot. Mais effectivement, le marketing, le e-marketing, le marketing digital, ça recrute encore beaucoup. Ça n'a pas cessé, c'est quelque chose de très dynamique, même aujourd'hui. Est-ce que le stage qui ensuite suit sur un CDI, c'est un schéma qui peut se répéter, ouais ? Oui. Honnêtement, moi je gardais pas mal de contacts, que justement grâce à cette entreprise, j'avais aussi des placements à Paris, donc j'ai gardé contact avec la moitié de la promo qui est partie vivre à Paris, avec l'autre moitié qui est restée plus ou moins dans le sud ou autre, et non, on est plusieurs à avoir poursuivi dans l'entreprise dans laquelle on avait fait un stage. Ouais. Pour certains, c'était pas une volonté, voilà, soit ça leur avait pas plu, soit ils avaient envie de faire autre chose, mais on est plusieurs à être embauchés. Dont encore un que j'ai vu ce week-end, qui est encore dans son entreprise de stage, alors que ça fait 12 ans. Et l'entreprise, entre-temps, a été rachetée, donc autant dire qu'il a gravi tous les échelons, l'entreprise a été rachetée, il est toujours dedans. Voilà, et j'ai quelques exemples comme ça dans mon entourage proche de personnes avec qui j'étais à l'IAE et qui sont encore dans les entreprises qu'ils avaient pris en stage, dans lesquelles ils ont été embauchés par la suite. Pour justement réussir à se faire embaucher directement après ce stage, est-ce que tu aurais quelques conseils Déjà, j'avais même réfléchi en amont. Je me dis, il faut s'y prendre tôt pour le stage. Effectivement, j'avais commencé tôt avec un vrai projet, ce qui m'a emmené dans cette entreprise. Et si j'ai postulé dans cette entreprise-là, c'est parce que j'avais vu qu'il y avait du débouché. Je m'étais dit, ce serait bien d'avoir effectivement cette expérience de 1 ou 2 années en agence. Ça sera très bien pour mon employabilité derrière pour être chef de projet dans le e-marketing. Et donc, quand j'avais vu que je cherchais et un stagiaire et quelqu'un pour le poste, j'avais un peu croisé les doigts en me disant, vu que j'ai un projet, j'étais un peu sûre de moi, je me suis dit, j'ai été bien formée, je pense que l'entreprise est sympa, je vais y arriver, voilà, j'ai cru en moi, entre guillemets, et je leur ai montré très vite que je voulais rester avec eux, donc effectivement, l'entreprise va investir beaucoup plus de temps dans une personne qui risque de rester dans leurs effectifs. Et ils ont eu tout à fait raison, je suis restée 10 ans. Voilà. Ça reste... Ça, c'est aussi parce que voilà, on est à Montpellier et on a la chance d'avoir de très belles entreprises à Montpellier, donc plutôt que de partir... régulièrement, on est bien généralement avec la mer, le soleil, des entreprises sympas. Alors qu'à Paris, il y a beaucoup de turnover. Moi, j'étais contente de rester 10 ans là. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est de croire en soi et de ne pas hésiter à montrer en fait qu'on en veut et qu'on a envie de rester là si l'entreprise nous plaît. Parce que c'est donnant-donnant, tout simplement. Donc, si on montre qu'on est intéressé, si en plus on convient, et si on fait des erreurs, on demande à être... à les réparer, entre guillemets, à ce qu'on nous apprenne et on se fait former, c'est très intéressant. Comment ça se passe un petit peu l'évolution en entreprise dans ce domaine-là du marketing digital ? Est-ce que c'est quelque chose de facile ? Est-ce qu'il faut un petit peu se battre ?
Je me rappelle, en 2010, on mettait beaucoup de choses sur Facebook. Je me rappelle avoir posté en juillet, génial, fini les examens. Et dès le mois de septembre, je suis en train de réviser pour mes certifications. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine qui bouge énormément, où il y a plein d'outils qui changent complètement de A à Z, ou des nouveaux qui arrivent. Il faut rester, il faut avoir envie d'apprendre, en fait. Peut-être c'est ce que je disais que c'était important avec ce que nous inculque l'IAE. Il faut avoir envie d'apprendre parce que ça change beaucoup. Et du coup, pour rester à jour, il faut faire de la veille, il faut regarder des webinars, il faut faire des formations, il faut pratiquer. Ce qui est sympa avec les entreprises, que ce soit Google, Facebook et plein d'autres, ils ont des certifications avec des blogs, des mises à jour. Et généralement, la durée d'une certification, c'est 12 mois ou 24 au mieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours maintenir ses compétences et se refaire certifier, diplômer presque, pour être sûr d'être à jour. Ouais. Mais finalement, c'est comme tout, quand on est un petit peu passionné, ça va tout seul. Un junior qui sort comme ça en master, quel type de rémunération est-ce qu'il peut espérer en sortie de ce diplôme ? Moi, je vais déjà faire une grosse différence entre justement ceux qui sortent d'un diplôme lambda et du diplôme e-marketing de l'IAE, que ce soit avec les stages ou l'alternance. Il y a une vraie expérience qu'il faut valoriser parce qu'aujourd'hui, les postes vont souvent demander 2 à 3 ans d'expérience. Il ne faut pas hésiter. L'alternance, c'est une expérience. Donc, il faut valoriser ça. Donc, avec on va dire sur un poste junior, on peut prétendre à 20-26 K, on va dire, pour les postes. Tout dépend des régions, bien sûr. Par contre, dès qu'on a 2-3 ans d'expérience, on peut rapidement passer entre 28 et 32 K, par exemple, annuel. Ce qui serait important... Pareil, dire l'expérience, c'est pas seulement j'ai passé 6 mois en entreprise, non, c'est pouvoir arriver avec des chiffres et des projets concrets. Par exemple, si tu avais géré des réseaux sociaux, de dire, moi j'ai géré 5 clients avec des budgets de 50 000 € sur le semestre. Ou de dire, j'ai pris en main le compte Instagram et on a eu plus de temps X% de followers. Pareil, parce que pas dire j'ai gagné 200 followers, ça peut vouloir dire 200, ça peut être rien. Comme énorme pour certains. Parler en ratio, en pourcentage. Voilà, essayez de vous vendre, entre guillemets. C'est ça aussi il n'y a pas que le management, il y a aussi le marketing. Le marketing, ça reste aussi savoir mettre en avant ses points forts. Et ça en fait partie. Effectivement, tirer des vraies expériences, des expériences réelles de vos stages. J'ai animé 4 podcasts, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tirez-en des vraies expériences avec des chiffres. Des fois, 1 ou 2 expériences peuvent vraiment faire toute la différence pour un entretien. Faire la différence à l'entretien et même après dans la négociation salariale ensuite. Bien sûr, c'est ça. Très Parce bien. qu'un stage n'est pas l'autre, une alternance n'est pas l'autre, les entreprises ne se ressemblent pas et pour certains on va plus ou moins apprendre de choses et il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Comme effectivement ça fait un petit moment que tu es dans le marketing digital, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui c'est encore un secteur qui recrute énormément et si c'est le cas, quels sont les sous-domaines qui aujourd'hui sont intéressants de se tourner pour des étudiants comme nous ? C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite dans le sens où il y a tellement d'outils qui sont nouveaux aujourd'hui et qui peuvent complètement percer ou devenir obsolètes. Par exemple, il y a encore 3 ans, je rigolais avec mes collègues en me disant ils ont mis un QR code sur leur flyer, le QR code c'est mort. Voilà, le Covid étant passé par là, même les experts peuvent se tromper. Le QR code n'est plus du tout mort, au contraire. Les experts disent même qu'avec cette crise du Covid, on a gagné jusqu'à 5 ans de maturité sur l'utilisation des outils digitaux. On a toute une cible qui était complètement réfractaire, qui aujourd'hui a dû s'y mettre par le télétravail, pour garder des liens. Et c'est vrai qu'on le sent, ça a complètement changé nos pratiques, mais surtout ça a créé aussi des besoins. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a quasiment un tiers des métiers des 5 prochaines années qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, restez ouverts. N'hésitez pas, si vous avez une passion ou quelque chose qui vous plaît, à se mettre dessus. Par exemple, quand Twitter a voulu commencer à monétiser, moi je me suis mise dessus en regardant un peu que proposait la publicité sur Twitter. Il y a Amazon aussi qui, à un moment donné, voulait prendre un peu de part de marché à Google. Et donc, on pouvait très bien dire, ne pas hésiter à voir un peu ce qui buzz et quelles sont les infos du secteur, pour voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Mais finalement, il y a plein de choses. Là, en ce moment, le e-marketing, c'était génial, c'est par rapport à moi qui avais fait des études de marketing, on va dire, online. J'avais même fait du street marketing avant d'arriver dans le digital. J'étais super contente, on a toutes les datas. Des datas que normalement on déduit. Là, on avait toutes les statistiques sur Analytics, donc c'est génial. Demain, la mort des cookies est annoncée pour 2023. Donc finalement, il y a tellement de choses qui peuvent changer du jour au lendemain, que ce soit dû à la réglementation européenne, autre chose. Et puis les attentes des consommateurs, qu'il ne faut pas oublier que ça reste, généralement on est des supports à la commercialisation.
à faire connaître des produits. Donc il faut aussi absolument suivre la demande consommateur, savoir de quoi ils ont besoin pour pouvoir leur adresser au mieux derrière. Donc il faut regarder les datas, même si de plus en plus on va en avoir de moins en moins, ou alors il faudra les prendre différemment. Il faut surveiller quels sont les outils. Il faut surveiller effectivement, on est sur un média de masse qui est en train de remplacer presque la télé pour certaines audiences. Voilà, il y a plein de choses à suivre. Je crois que c'est un monde d'opportunités. Il faut rester très ouvert et pas hésiter à faire de la veille. Tu as évoqué le télétravail. C'est un domaine qui est particulièrement propice, le marketing en ligne, ce genre de choses. Bien sûr. Il y a un côté confortable. Par contre, ce que j'ai remarqué quand je travaillais justement avec des collègues, il y a quand même beaucoup d'informel qui se fait lors des réunions, autour de la machine à café, chose qu'on a pu quand on est en visio. Par exemple, je galère avec tel outil et en échangeant, on dit « Ah, mais moi j'ai un tips, je fais comme ça me fait gagner 2 fois plus de temps. » Voilà. Il y a ça c'est un peu ça le hic. C'est pour ça que c'est bien de garder un contact 1 ou 2 fois par semaine. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment des outils, en tout cas sur Google Ads, pour toute la publicité en ligne. Tant qu'on a une connexion Internet, on peut travailler où on veut. Donc on a l'ordinateur, le deuxième écran, entre guillemets. Je le pratique maintenant que je suis à mon compte. Je suis à Montpellier, mais j'aime bien me balader à droite, à gauche. Ça ne m'empêche pas de travailler. Voilà. Donc pour mon client, ça ne change rien que je sois à droite, à gauche, en France ou ailleurs. T'as évoqué le fait que maintenant tu étais à ton compte, que tu t'es lancé dans l'aventure freelance. Ça fait quelque chose comme 1 an et demi, 2 ans, il me semble. Pourquoi finalement avoir quitté le monde à première vue confortable du salariat pour se lancer dans le freelance? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue, c'était l'opportunité. Voilà. Quelque chose dont j'avais eu envie, mais c'était pas une urgence pour moi. Par contre, à un moment, il y a eu cette opportunité, j'ai voulu la saisir, parce que justement, voilà, ça fait une 12aine d'années et qu'on voit de plus en plus, les entreprises font appel à des grandes entreprises, à des grandes agences. Mais depuis que je suis au contact avec les élèves, c'est en alternance, je regarde les fiches de poste et je vois qu'on demande tellement de choses différentes. On demande que ce soit aux alternants ou voilà, dès que l'entreprise n'est pas très grande et qu'elle ne peut pas se permettre un très grand service marketing ou communication, on demande à une personne d'avoir une liste de 150 tâches. Il faut qu'elle sache faire du SEO, puis aussi du SEA, et puis aussi des réseaux sociaux, puis du community management. Et puis aussi, moi je me rends compte en tant que professionnel que c'est pas possible, on peut pas être expert dans tous les domaines, parce qu'on n'a plus de sommeil dans ce cas-là. Et pour être expert dans chacun des domaines, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Moi, je mise sur le fait que les entreprises se rendent bien compte qu'une personne ne peut pas tout gérer. Et les entreprises font de plus en plus appel à des freelances, justement. Et je voulais faire partie de cette offre-là. Pouvoir mettre à disposition mes compétences, mais de façon plus libre et de prendre le temps nécessaire. Je voulais vraiment pouvoir m'adapter comme un couteau suisse à la TPE ou un service, une start-up qui est en lancement, ou au contraire une boîte un peu plus mûre. Voilà. Je voulais m'adapter à chacun des objectifs de mes clients et pouvoir les accompagner plus largement avec du sur-mesure. Moi, c'est ce qui m'intéressait. C'est plus difficile en entreprise de faire du sur-mesure, alors que là, c'est vraiment... on se pose autour d'une table, on définit ce qu'ils ont besoin et surtout, c'est évolutif. Là, j'ai plus ce problème de m'enlever cette contrainte du contrat. Voilà, on signe un contrat, on travaille ensemble 2 ans. Mon moteur, c'était l'utilité. Donc là, je peux m'adapter et passer à plus ou moins d'heures. Je peux aussi transmettre mes compétences. C'est ce que je fais à l'IAE. Je le fais aussi dans d'autres formations de l'IAE, pas seulement e-marketing. Et vu que j'aime cette transmission, ça m'embête pas aussi, moi, de transmettre dans les services et d'accompagner les services pour leur donner l'expertise qu'ils n'auraient pas le temps d'acquérir eux-mêmes, en fait. Ça a été compliqué, cette transition? Pas trop, dans le sens où je crois que j'ai choisi le meilleur moment pour faire cette transition. Il y a eu effectivement cette pandémie. Tous les problèmes peuvent devenir une force. Donc moi, effectivement, c'était un peu le meilleur moment pour prendre, parce qu'il m'a fallu un petit temps de sabbatique, le temps de construire mon offre, savoir ce que je voulais proposer. J'ai pris quand même quelques mois, où là, j'ai fait bénéficier de mon expertise à mon réseau pour continuer à pratiquer. Donc mon réseau, c'est des amis qui sont entrepreneurs, qui ont des sites web ou qui ont des entreprises. Et avec eux, entre guillemets, et en accord avec eux, j'ai construit l'offre, savoir comment j'allais présenter ça à mes clients, ainsi de suite. Donc cette pandémie fait qu'on restait chez nous, on avait le temps de réfléchir, donc je l'ai plutôt bien vécu. Et ensuite, quand j'ai été prête et que j'ai voulu monter en charge de travail, pareil, le réseau, on a dit l'importance du réseau, c'est venu assez simplement.
Ouais, c'est venu assez simplement. Là, j'interviens dans plusieurs formations. Je fais moitié formation et moitié j'ai des clients avec qui je travaille directement. Et tout se passe bien pour le moment. Je suis pas encore à 70 heures semaine, mais c'était pas l'objectif. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir respecter un peu plus mon rythme. Puis des fois, ça va être juste, voilà, en ce moment, les journées sont courtes. On est en hiver, si j'ai envie de prendre 3 heures pour aller faire une balade au soleil l'après-midi, je le fais. Et je travaillerai le soir, parce que c'est mon rythme. Et quand je suis pas en rapport direct avec le client, j'ai les horaires imposés et d'autres plages un peu plus libres. Et moi, c'est ce qui me convient. Donc tu trouves que ça a vraiment été une amélioration de ton confort de vie, le passage en freelance? Pour le moment. Après, il y a encore l'attrait de la nouveauté. Il y a toujours une grosse période où on est en recherche de clients, de contrats d'accompagnement. Mais après, il y a une fin. Donc peut-être que c'est ce qui pourra me lasser au bout d'un moment. D'être toujours dans l'inconnu. Pour le moment, ça me convient. À ces futurs étudiants du Master e-Marketing, tu conseillerais le freelance, soit en sortie de diplôme, soit peut-être après une petite expérience? Qu'est-ce que tu conseillerais pour ces gens qui nous Mon conseil, écoutent? c'est vraiment, pour être en freelance, d'avoir une bonne base. Il faut absolument avoir une bonne base de compétences. Et je pense qu'on l'a qu'avec l'expérience. Même si c'est des expériences courtes, mais c'est la multiplicité des expériences qui vont faire qu'après on peut le proposer et que ce soit utile pour d'autres. Donc c'est pas quelque chose que je conseillerais en sortie de diplôme. Parce qu'on a plein de choses encore à apprendre, à voir. Et surtout de côtoyer l'humain dans les entreprises nous fait aussi énormément progresser. Donc quelque chose que je conseillerais plus, au moins après 2-3 ans en entreprise. Mais en même temps, cette période de 2-3 ans en entreprise correspond dans le digital au moment où on commence à se faire chasser par des chasseurs de tête. J'ai mes étudiants d'il y a 3 ans, je suis dans un groupe de discussion avec eux, et un dit « Oh là là, je crois que c'est un spam, regardez le mail que j'ai reçu sur LinkedIn », et en fait, non, c'était juste un chasseur de tête, et c'est quelque chose qui est très courant. Donc c'est pour ça, Colline, pour te rassurer, je disais « Oui, ça recrute », et c'est vrai qu'il y a ce moment, quand on a 2-3 ans d'expérience en e-marketing, peu importe le domaine, on commence à être très 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 employable et on a les RH qui nous font, beaucoup de RH qui nous font les yeux doux. Oui, Donc est-ce que c'est le moment de se mettre à son compte? Voilà, pas toujours, ça dépend vraiment des objectifs personnels de chacun. on arrive progressivement à la fin de cette petite discussion. Peut-être qu'il y a un élément que vous aimeriez rajouter. Un petit mot pour nos auditeurs. Ne pas hésiter, voilà, avoir un projet, des fois ça paraît un peu compliqué, alors que non, c'est juste une envie. Une idée, quelque chose à quoi on a envie de s'accrocher, ça peut partir de là, un projet. De pas hésiter, de candidater. Et en fait, des diplômes comme le e-marketing, ça peut ouvrir sur plusieurs domaines, mais surtout, ça peut être très cohérent dans n'importe quel parcours. En fait, aujourd'hui, le digital a une place telle que ce sera toujours valorisable dans un CV. Ça reste un parcours, je vais pas dire grand public, mais qui peut être valorisable pour plein de postes par la suite. Que la personne souhaite revenir dans le scientifique derrière, les techniques ou pas, ça restera quelque chose qui est utile. Maintenant, le digital fait vraiment partie de quasiment tous les postes et ça donne une conscience qui sera forcément un plus sur le CV dans le parcours d'emploi. Et toi, Thomas? Qu'est-ce qui t'a attiré alors dans ce e-marketing ? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ça confirme ton envie ? Ah oui, évidemment, c'est le but de mon parcours. Idéalement, j'aimerais intégrer ce master e-marketing étant moi-même issu, on va dire, d'une formation plus technique. Initialement, j'ai fait un DUT d'informatique pour être développeur et je ne souhaitais pas faire de ma vie professionnelle, être développeur, etc. Ça m'intéressait pas plus que ça et donc du coup, j'ai trouvé pertinent de me réorienter dans une partie plus digitale, plus marketing et ajouter cette compétence. Ce qui m'intéresse le plus dans ce master e-marketing, c'est la partie référencement, SEA, SEO, voilà, tout ce qui va être de l'advertising avec Google, avec Analytics, etc. C'est quelque chose que j'avais eu la chance de pratiquer un petit peu lors d'une précédente expérience professionnelle. J'ai voulu approfondir ça. J'ai eu quelques cours pendant ma licence et comme je sais que c'est également un domaine qui est largement abordé dans ce master, ça fait partie des raisons qui font que j'ai envie de rejoindre ce master. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans le marketing ? En fait, c'est depuis ma L2 que j'ai réalisé donc à la faculté des sciences et j'ai suivi une option qui était la découverte du management, marketing et comptabilité à l'IAE. Et j'ai découvert le marketing de cette manière parce que je ne connaissais absolument pas du tout. Honnêtement, je viens de biologie, on n'en parle pas du tout. Clairement, et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment totalement différent. Tu continues tout le temps à apprendre au final. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit avec mon parcours. Je change beaucoup de parcours. Et c'est parce que j'aime constamment apprendre. Et effectivement, en marketing digital, Blandine l'a confirmé, on apprend tout le temps. Rien que ma certification, Google, je l'ai obtenue, mais je dois tout le temps la repasser chaque année. Donc pour moi, c'est ce qui me plaît beaucoup.
Et il y a beaucoup de choses à voir. On peut gérer, notamment en chef de projet, on peut gérer tellement de parties, beaucoup de projets en même temps. Il y a des projets qui ne sont pas forcément individuels, mais qui se font en équipe. Également en équipe, oui. Par exemple, rien que dans mon stage, j'ai 3 projets, notamment je vais peut-être beaucoup travailler avec Thomas, même ce podcast, mais même d'autres projets où on travaille ensemble, où moi je fais en amont, et au final, une intégration qui est faite par Thomas. Il y a beaucoup de parties différentes, que ce soit les développeurs, que ce soit la communication, le marketing, on travaille même avec de la finance. On travaille avec beaucoup pas de corps de métier, mais... De secteurs différents et de domaines, de services différents. De services différents, et ça, c'est ce qui est plutôt beau. Donc finalement, quand on rejoint le e-marketing, on rejoint différents étudiants qui viennent de différentes formations, qui ont chacun en fait un attrait, peut-être un pour la communication, un peut-être pour la vidéo, un autre pour le marketing pur et dur, un autre pour autre sujet. Ah oui, exactement. Par exemple, pour un projet, donc dans les 2 années de master, on a le Digital Challenge et on constitue nos équipes. Et cette année, on a constitué une équipe au hasard. Donc dans notre classe, donc on s'est retrouvés avec des étudiants de profils différents. Alors moi, pour ma part, j'étais plus dans l'amont, dans la stratégie, d'autres qui étaient dans la conceptualisation, donc on a fait des vidéos, on a créé un site, et ça, c'était des profils totalement différents, et c'était génial. On se complétait, alors que c'était fait totalement au hasard. Et ça montre aussi également, je pense, en entreprise, tu ne travailles pas tout le temps avec des personnes que tu apprécies ou que tu apprécies pas, et des profils qui sont complètement différents. Et ça permet j'imagine, déjà de voir comment ça se passe réellement en entreprise. De développer le travail en équipe, de la Oui, cohésion, bien sûr. tout ça, tout simplement. Et le fait de voir aussi, de travailler avec une multitude de personnes et de faire plusieurs matières, entre guillemets, différentes, moi, c'est mes clients qui l'appréciaient beaucoup. Par exemple, quand j'étais au téléphone avec mes clients, même si j'étais là pour leur parler de leur e-marketing, de leur campagne publicitaire Google Ads, s'ils étaient en plein bilan comptable, je savais ce qu'ils étaient en train de vivre. Parce que j'avais fait de la fiscalité, j'avais fait de la comptabilité. Pareil, vu que j'avais vu aussi une partie un peu plus commerciale, je savais derrière, pour mes clients B2B à qui j'envoyais des leads, je savais derrière, des fois je posais des questions sur comment son staff commercial allait traiter, sous quel délai, ainsi de suite. Et en fait, le fait d'avoir côtoyé ces personnes différentes, des matières différentes, fait que j'arrivais à m'insérer dans n'importe quelle entreprise, parce que j'ai des clients de plusieurs types, et c'est vrai que j'arrivais à comprendre quels étaient un peu leurs enjeux, et ils voyaient en face que je comprenais un peu leurs problématiques. Et ça, dans la vie en entreprise, et surtout pour sa clientèle, c'est très apprécié. C'est ce qu'on appelle aussi les soft skills. Savoir de connaître un peu, se mettre à la place de l'autre. Et sinon, par rapport à ce que tu disais, effectivement, des sciences qui sont très intéressantes parce que c'est de la science humaine. Et que l'humain, c'est varié, on est tous différents, c'est un sujet tellement, tellement vaste. Et du coup, très intéressant. En fait, c'est ce que je dis, c'est ingénieur en sciences humaines, le master. Est-ce que quand on est en freelance, on perd un peu cette culture du travail d'équipe ? Ou est-ce que finalement on la retrouve en travaillant avec des clients ? En fait, c'est très important quand on est freelance, je n'ai pas précisé, c'est d'avoir un réseau. Pour rester à jour, il y a tellement d'outils. J'ai la chance d'avoir un réseau amical professionnel où on va se voir et on va échanger justement sur ces nouvelles technologies, sur les nouveautés, qu'est-ce qu'on en pense. Donc il faut garder ce réseau extérieur. Je sais qu'il y a plein d'événements organisés sur Montpellier. Moi, pour l'instant, mon réseau propre me suffit avec mes anciens... Je suis encore bien en contact avec pas mal d'amis de l'IAE, donc de la fac, avec certains élèves, avec aussi certains collègues qui sont aussi dans d'autres entreprises. Très très intéressant de voir justement la multiplicité des parcours. Et là, maintenant, plus j'accompagne de plus en plus d'élèves, j'ai de plus en plus d'exemples et ça me permet, même eux, quand je demande des projets à rendre à mes élèves, je leur demande des projets qui s'insèrent dans leurs entreprises pour que ce soit vraiment utile et pour eux et pour l'entreprise. Et derrière, j'apprends aussi des outils. Ils me disent, par exemple, pour faire telle tâche que moi, par exemple, je ne maîtrise pas ou que je connais que de nom, j'ai découvert tel outil, du coup, même moi, j'apprends rien qu'en corrigeant mes copies. Mais au final, quand tu gères un dossier, tu vas le gérer, quoi qu'il arrive, toute seule. C'est ça, je le gère seule. Par contre, je ne m'inquiète pas sur ma capacité à apprendre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de choses que je ne connais pas, ça c'est le côté humain, on est limité, mais par contre, il n'y a rien qui m'effraie dans le sens où, si je ne connais pas, je trouverai forcément des infos sur Internet pour connaître.
L'IAE m'a appris à apprendre, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, peu importe ce que je connais pas, je sais qu'avec le temps nécessaire, j'apprendrai à le connaître. Du coup, on a quand même la chance en 2022 d'avoir des ressources infinies sur Internet, même si tout n'est pas toujours gratuit, qu'il faut quand même faire du tri. Tout n'est pas vrai sur Internet, mais si on cherche bien ces sources, il y a déjà pas mal de professionnels qui échangent entre eux et on trouve pas mal d'infos pour s'auto-former et puis rester à jour. Et puis ne pas hésiter aussi à se dire, effectivement, je sais pas tout, donc moi mon idée c'est ça, mais je vais aller quand même la confronter, la vérifier et échanger avec d'autres, effectivement. Et effectivement, pour chaque client, j'apprends des choses, mais par contre, il faut que ce soit de façon transparente. C'est-à-dire pour certains clients, là, on m'a demandé une chose que je ne savais pas encore faire, c'est une nouvelle version d'Analytics. J'ai dit, bien sûr, je le fais, mais par contre, je vais pas vous facturer les 4 jours que je vais mettre parce que moi-même je vais apprendre, mais par contre je préviens mon client que c'est la première fois que je vais le faire, donc je le fais avec lui, donc il sera pas facturé du 100% du temps. C'est le côté aussi sympa en freelance, c'est que je peux maîtriser ça, mais il est au courant que je vais apprendre avec lui, et du coup il se dit, elle va aller chercher plus loin, elle va aller chercher à droite à gauche, c'est aussi rassurant, c'est pas forcément inquiétant pour lui, au contraire. Et en CCPM, vous avez été sensibilisé au travail d'équipe, parce que vous avez été amené à mener des projets avec différents camarades de classe? Oui, c'est énormément de projets, c'est d'ailleurs ce qui m'a un petit peu surpris quand je suis arrivé. C'est même arrivé à finalement assez rarement hors partiel qu'on ait des rendus individuels. C'est dans quasiment toutes les matières, que ça aille de la finance au marketing en passant par la communication, c'est quasiment toujours du travail de groupe. Et c'est d'ailleurs là aussi qu'on tire vraiment parti, je trouve en tout cas, du recrutement assez large que fait l'IAE, c'est qu'il y a un vrai partage de connaissances. C'est que finalement, la connaissance que par exemple moi je peux avoir de développement par exemple, va pouvoir profiter à quelqu'un qui lui viendra d'une formation plus commerciale ou plus marketing, et lui pourra m'apporter des méthodes d'analyse stratégique de marketing, etc. que moi je n'ai pas du tout. Donc oui, il y a vraiment énormément de... C'est vraiment quelque chose qui est vraiment mis en avant, même dans ma licence, le travail en équipe. Culture du travail d'équipe, d'ailleurs, que tu as mis en pratique, notamment Colline, dans les projets marketing qui ont été lancés en début d'année. Oui, on a eu donc déjà le Digital Challenge cette année, mais également notre projet Fil Rouge dont j'ai parlé au début. Et cette année, on est parti au DigiWorld Summit à Paris. Et oui, ça a été du travail d'équipe déjà avec ma promo, mais également avec LeadDate, donc les organisateurs de cet événement, avec qui on a travaillé pour faire tout ce côté community management, des comptes rendus, les tweets, des verbatims de chaque intervenant durant toutes les conférences. Donc oui, ça a été un gros travail d'équipe à faire en collaboratif sur des plateformes. Et c'est pas si facile que ça de tous se coordonner. C'est des sujets qui sont quand même bien techniques au DigiWorld Summit. Oui. On est sur des sujets qui dépassent effectivement le e-marketing, des fois sur les télécommunications, le reste et autres. C'est d'autant plus challenge, effectivement. On a travaillé d'ailleurs avec Thomas, mais sur la version de Montpellier. D'ailleurs, le thème, c'était plus ou moins le monde du travail de demain. Et donc ça parlait énormément, notamment porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avec l'essor du télétravail et même du tout connecté, où finalement on reçoit ses mails sur son téléphone, et cette difficulté parfois qu'on peut avoir à décrocher, etc. Donc ouais, c'était autour de ce thème-là, et c'était plus intéressant, même si parfois des domaines qui nous dépassent. Donc, à l'IAE, notamment en e-marketing, on assiste à des événements qui ne sont pas forcément accessibles au public. Ça a un certain prix pour le professionnel qui veut y accéder. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose... on le faisait déjà effectivement en 2010. Moi, j'en ai gardé des très bons souvenirs. Ah non, effectivement. On rencontre des personnes qu'on ne peut pas forcément voir dans la vie de tous les jours. Et ça parle aussi du futur. Ça parle vraiment des fois, on est à 5-10 ans de ce qui va se passer. Et c'est vrai que derrière, quand on est en entreprise et qu'on a déjà eu vent de ces sujets, c'est très intéressant. C'est bien. Moi, je pense aussi au réseau. Au DigiWorld Summit, on a pu voir IBM, Google et notamment Huawei qu'on a visité leur lab. Ils nous ont fait visiter les locaux, ils nous ont parlé du coup de leurs projets. J'étais très étonnée d'être beaucoup dans la santé. On a pu également aller à Deezer. On a d'ailleurs une ancienne étudiante qui travaille là-bas. Si on parle des anciens étudiants, oui, il y en a plein. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai appelé le support Google de retrouver des collègues de classe. Ah oui. Oui, voilà. Blandine, c'est toi? Cal, c'est toi? Oui. Et bref, non, j'ai plusieurs amis de ma promo, en tout cas, ou du moins que j'ai côtoyé quand j'étais à l'IAE,
Effectivement, certains sont chez Google, certains sont chez YouTube, certains sont partis chez LinkedIn sont partis aux States carrément. Oui, Silicon Valley au Google, oui, on l'a eu en visio aussi. Voilà, donc tout ça pour dire que l'IAE, ça ouvre toutes les portes. Eh bien, ce sera notre mot de la fin. Je tiens à remercier Blandine et Colline pour leurs interventions. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir convié. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Et également, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous sur le site web de l'IAE, iae.umontpellier.fr pour toute information complémentaire. Merci, au revoir. It should give off some kind of a vibration.